Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre très attendue avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous Bonjour à cet tous. après-midi. Et nous allons parler de votre dernier roman, Dernier été aux éditions Gallimard. Franz-Olivier Gisbert, je ne vous présente plus. L'année dernière, on s'était déjà vu ici pour votre précédent roman, Le Schmock. J'avais préparé toute une présentation et puis en fait le public m'avait dit mais enfin nous connaissons très bien Franz-Olivier Oui, il y en a Gisbert. marre, il est là tout le temps, il vient chaque année depuis 20 ans, par Voilà. écouter tout le temps la même biographie. Il y a beaucoup bien de gens sûr. qui viennent, donc on ne va pas répéter incessamment votre... Ça fait peut-être plus de 20 ans que je viens, ce qui en dit long sur mon âge. Et puis qui ne vous connaît pas. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Dernier été, c'est l'histoire de deux derniers étés. Le dernier été d'un homme, et nous retrouvons l'écrivain Antoine Bradsock de Un très grand amour, qui est... Oui, qui court un peu dans mes livres précédents qui aussi. court un peu dans... Oui. On l'aperçoit dans le schmock un peu à un moment donné. Oui, c'est lui qui va écrire le livre, vous voyez. Un peu. Enfin, on n'est pas sûr que c'est son nom d'ailleurs. Le prénom, il y a un petit doute, mais voilà, c'est un personnage qui court dans mes bouquins, qui est une sorte de double un peu merdique, voilà. Qui vous ressemble mais, un petit peu. Moi-même étant merdique, je ne suis pas en train de tout... dire que je ne le suis pas, bien sûr. Écoutez, en tout cas, il dit qu'il a écrit L'Immortel. Ça donne un petit indice, mais en même temps, non, c'est pas... Il y a des livres qu'il dit avoir écrit que je n'ai pas écrit, donc oui, c'est bon, ça. Ça équilibre un petit peu. Bah, rassurez-vous, je suis aussi la narratrice. Hein, ça, je crois vous êtes surtout la narratrice, oui, vous je êtes pense qu'il y a beaucoup de la narratrice. Et c'est ça qui m'a intéressée. Comme je suis une femme, j'adore me mettre dans la peau d'une femme. Et donc, cette métisse, elle est métisse, elle a du sang arabe, du sang blanc et du sang noir, hein, voilà. Et c'est une belle métisse et je me suis mis dans sa peau et j'adorais être dans sa peau. Et au fond, ça arrive souvent dans les livres, j'avais décidé de plus comment dire, oui, mon double, Bradsock devait jouer un grand rôle et en fait, c'est elle qui l'a cannibalisé, quoi. Elle lui a complètement ravi la vedette. Elle a pris le pouvoir. Parce qu'au fond, peu à peu, je me disais, je vais être les deux. Et en fait, j'étais de plus en plus elle et de moins en moins Bradsock au fil du livre. Et d'ailleurs, il y a une explication à cela possible. Peut-être psychanalytique, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus jeune que Bradsock, ça ne vous a pas échappé. Elle est très jeune, il y a 40 ans de 40 différence. 40 ans de différence, ouais. Alors, ce dernier été, c'est... Le dernier été, peut-être, en tout cas c'est ce qu'il dit d'Antoine, et puis c'est l'un des derniers étés, on a l'impression, du monde, puisque vraiment on est en 2030, on est à Marseille, et c'est un monde pré-apocalyptique, voire apocalyptique. Il fait une chaleur épouvantable, on frôle les 51 degrés, les poissons cuisent quasiment dans la mer, les gens font des manifestations contre la canicule tellement ils n'en peuvent plus, et il n'y a pas que ça qui va mal, c'est-à-dire que tout va mal dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cette vision de l'avenir? C'est terrible. Vous êtes... Écoutez, ça fait très longtemps que je voulais faire un livre. Vous savez, un livre, ça ne vient pas comme ça tout de suite. Hein. Alors, je me permets de dire une petite chose. Dans le Schmock, l'année dernière, il y avait un personnage féminin, un personnage secondaire qui avait très peur de la fin du monde, déjà. Oui, mais moi, je ne suis pas là-dedans. C'est-à-dire, j'ai un certain âge, je reconnais, bientôt 72 ans, mais je ne fais pas partie de ces vieux cons qui vous disent que c'est la fin du monde, que c'était mieux avant, etc. Ce n'est pas l'objet du livre. Non, l'objet du livre, en fait, c'est « Il y en a marre ». Il y en a marre de l'évolution que nous sommes en train de vivre. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est inéluctable. D'ailleurs, si j'avais pensé que c'était inéluctable, je m'occuperais de mes oliviers et je n'aurais pas écrit ce livre qui est, oui, une sorte de coup de poing. Je dirais ça, oui, c'est plutôt un coup de poing, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, sur l'époque. Et il ne faut pas le prendre très au sérieux, ce livre. Parce que c'est une farce. C'était un livre... moi, j'ai écrit ça, disons, avec une espèce de veine rabelaisienne, avec, vous savez, une espèce de tradition moqueuse, ironique, farceuse qu'il peut y avoir en France. D'ailleurs, je me mets dans les pas, bien entendu, je ne suis pas à la hauteur, mais je me mettrais dans les pas de Voltaire ou de gens comme ça. C'est-à-dire, j'avais envie, je répète, de pousser un coup de gueule et pas de dire c'est horrible ce qui nous attend, c'est grotesque, c'est pas ça du tout. Et simplement, c'est vrai que ce livre, on parlait l'année dernière du schmock que j'ai préparé pendant très longtemps, et ce livre-là, ça fait peut-être 5 ou 6 ans, je vais écrire un livre sur le réchauffement climatique, autour du réchauffement climatique. Quelque chose qui nous obsède tous, parce qu'on le ressent, vous le ressentez ici. Moi, je vis à Marseille, il y a eu un mois de février qui était quand même assez bizarre, hein, quand il faisait plus de 30, les gens se regardaient, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on voit bien qu'on... Voilà,
ce réchauffement climatique, on le vit dans notre chair, alors qu'on a le sentiment, quand on regarde l'histoire de la Terre, de la planète, que ces changements se déroulaient parfois sur plusieurs décennies. Mais là, ça monte quand même très vite. Donc, oui, il y a une forme d'angoisse. Après, c'était pas ça le sujet principal, c'était la trame. Mais le sujet principal, c'était quoi? C'est la bêtise ambiante, la bêtise qui monte. Il y a ce politiquement correct qui empêche de dire toute une série de choses. Il y a, oui, c'est-à-dire ces injonctions en permanence, toutes ces choses qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, voilà, j'arrive moqueur. Vous savez, ce que j'ai écrit, c'est ce que ressentent plein de gens. Il y a Bret Easton Ellis, dont je parle dans ce livre, parce qu'il est l'homme le plus recherché du monde à un moment donné. Qui, dans 10 ans, est dans très mauvaise posture. Ouais, il a écrit un livre qui s'appelle Blanc et qui dit très bien les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on disait, toute une série, on le sait tous, des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on pouvait dire il y a 20 ans, on ne peut pas les dire aujourd'hui. Coluche, il serait toujours, à mon avis, entre deux procès, peut-être la prison, etc. C'est une autre époque. Et ce phénomène-là vient des États-Unis. J'appelle ça l'américanisation. Mais c'est vrai que ça vient des États-Unis, qui ont beaucoup d'avance là-dessus. Et ça, il y a clairement une influence américaine. Je pense qu'elle est de moins en moins économique, parce que l'économie américaine n'est plus ce qu'elle était. Mais c'est vrai qu'elle est de plus en plus intellectuelle, dans les esprits. Et vous savez, ce qu'on appelle le politiquement correct, n'oubliez jamais que c'est une invention américaine. C'est inventé aux États-Unis dans les années 60, 70, ça s'est développé. Et le politiquement correct, c'est quoi? Il y a une vérité qu'il faut dire. Et voilà, il faut pas sortir des clous. Vous voyez, quelque chose. Et ça, d'abord, ça ne correspond pas du tout à mes yeux, à l'esprit français. Et j'avais envie de taper là-dessus. Et c'est vrai que je tape à bras raccourcis et en rigolant. C'est-à-dire, c'est un livre pour rire. Je vais pas dire, c'est très drôle. Oui, mais je me marre tout le temps et je me moque des uns, des autres. Alors, ça se passe simplement dans 10 ans. Donc, je considère qu'un certain nombre des gens dont je peux parler, par exemple, sont mourants dans l'affaire Woody Allen. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a amusé aussi dans le livre en l'écrivant, c'est que j'avais le sentiment, au fur et à mesure, c'est un an pour faire un livre comme ça, ou un peu moins parfois, mais que j'étais rattrapé sans arrêt par la fiction. Puis est arrivé le virus que j'ai rajouté. Alors là, on en est au Covid-30. Le Covid-30, où là, la France est définitivement un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que ce sont des équipes d'ONG de la Corée du Sud qui viennent nous rendre un service pour nous en sortir, parce qu'on n'a pas été très brillants, il faut bien le dire, au début de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, de cette crise sanitaire-là, et on en tire les conclusions, évidemment. 10 ans après, ce sont les pays d'Asie qui viennent nous aider. Ils viennent nous sauver. Et votre héros, enfin le deuxième héros après Diane, il aurait voulu partir, et il écrit « Quand j'ai commencé à sentir la montée, et ça m'a fait beaucoup rire, de la tolérance, la montée de la tolérance et de l'apathie, écrivez-vous, deux mots qui, selon Aristote, nous entraînent dans la décadence. » Moi, je suis intolérant, c'est-à-dire je suis intolérant, d'ailleurs, notamment contre l'intolérance, cette idée de il faut être tolérant, il faut écouter tout. Mais non, on est là, on proteste, tant qu'on est humain, tant qu'il y a du sang qui coule dans nos veines, je pense qu'on n'est pas obligé de tout accepter, on n'est pas obligé de dire oui à tout. Et vous écrivez aussi que dans ce monde apocalyptique, dans cette véritable dystopie pour rire, mais qui dit quand même des choses sérieuses sur l'état du monde actuel et non pas sur l'état du monde futur, que la personne qui est en charge, qui tient les rênes de l'État, c'est un président à vie, ce qui fait quand même très peur, qui est élu par le Haut Conseil contre l'islamophobie et qui finit toutes ses déclarations par Allahu Akbar. Alors il y a un côté effectivement comique dans tout ça, mais il y a aussi quelque chose de plus sérieux derrière. Enfin, en tout cas, une considération sur le « on ne peut plus rien dire » que vous venez de citer. Oui, ça donne le ton du livre. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement pour rire. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va arriver. Non, non, mais ça, de toute façon, on peut l'évacuer d'un revers de la main. Non, mais l'idée, si vous voulez, c'est de sonner les cloches, comme on disait autrefois quand on avait fait des bêtises, quand on était jeune. Celui-là, on va lui sonner les cloches. Je sonne les cloches de la société, et c'est vrai, en riant avec mauvais esprit. J'ai toujours eu mauvais esprit, donc je n'ai pas eu besoin de me forcer pour écrire ce livre et toutes les bêtises que je peux raconter, mais j'avais, une envie pressante de le faire, parce que je trouve que la bêtise gagne du terrain sans cesse, avec l'ignorance d'ailleurs. Ça c'est clair, on va pas se le cacher, on le sent très bien, on le voit autour de nous.
la culture, il faut se battre pour la culture. Donc voilà, moi c'est un livre de résistance en fait. Mais je le répète, en riant, pas du tout en se plaignant. Je ne suis pas dans le gémissement du tout. Non, mais alors, ce que vous pointez du doigt aussi, c'est une forme de volonté absolue aujourd'hui, hein, de purifier tout, c'est-à-dire de purifier la langue, de purifier la littérature, de purifier, et quand je dis purifier, c'est-à-dire enlever tout ce qui pourrait outrer ou choquer qui que ce soit. Vous savez déjà ce phénomène aux États-Unis, vous savez, dans les maisons d'édition, il y a un boulot qui est tout à fait nouveau, qui consiste enfin à voir tout ce qui dans le livre risquerait de gêner. Par exemple, ces gens-là, si j'avais été publié aux États-Unis, ils auraient dit ce type n'a pas le droit d'écrire, se faire passer pour une métisse. Diane, la narratrice, il n'est pas métisse. Moi, et il n'est pas une femme, donc il n'a pas le droit de se mettre dans la peau d'une femme. Je ne suis pas métisse, mais je ne vois pas pourquoi je ne serais pas Diane, puisque je me donne, comme écrivain, je me donne tous les droits. Ce n'est qu'un roman, ce n'est pas un essai, je ne prétends pas raconter ce qui se passe. Je ne prétends même pas imaginer ce que sera le monde dans 30 ans. Je prétends juste dire, si ça continue comme ça, voilà où on va les gars, attention. Hein. Est-ce que vous craignez que ne soit en marche aujourd'hui, mais pas pour rire, de manière sérieuse, un appauvrissement gravissime finalement de la pensée et de la production culturelle et intellectuelle et artistique? Je crois qu'on le ressent tous, ça, vous le savez bien, c'est-à-dire la lecture. On ne va pas se raconter de blagues. Je sais que les maisons d'édition vont dire qu'elles se portent bien, et c'est vrai que beaucoup se portent relativement bien. Le confinement, ça a été un peu compliqué, mais c'est en train de rattraper les chiffres. Bon, en même temps, quand on voit les nouvelles générations, nous avons tous... Moi, je suis plutôt... l'âge où c'est plutôt les petits-enfants, mais enfin, j'ai encore des enfants jeunes, et je vois que la lecture est vraiment un problème. Pourquoi ? C'est un problème. Ils lisent pas. Enfin, c'est pas du tout... Ils sont pas attirés par la lecture. Moi, je suis parti d'une génération où on lisait toute la journée et tout le temps. Et c'est vrai que... Et là, je pense que c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement psychologique, puisque je dis toujours aux enfants, les gars, là, si vous voulez comprendre la société, avant d'entrer dans la société, de travailler dans la société, il faut lire Balzac. Et c'est tellement évident. Si vous voulez comprendre l'amour, tenez, lisez Stendhal. Et je ne parle pas de Sénèque, moi qui m'accompagne, ou d'autres auteurs comme Marc Aurèle. Vous savez, ces petites phrases qu'on ne trouve que dans des livres, notamment de la philosophie, mais ça peut être une philosophie romaine, c'est-à-dire pas une philosophie... difficile, abrupte. Par exemple, vous savez, ces phrases de Marc Aurèle, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bon, je pense que toutes ces choses qu'on trouve dans les livres, ou les belles phrases de Sénèque sur il faut vivre sa vie comme si chaque jour était une vie en soi, quoi. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là, on les trouve dans la philosophie ou dans ce qu'on peut dire les pensées de Pascal, qui peuvent nous accompagner les uns les autres. Et c'est terrible, c'est un manque terrible, ça fait toujours de la peine, parce que, vous voyez, moi, il y a une chose qui me frappe, ça doit vous arriver de temps en temps, un ami qui a une dépression. Moi, je respecte tout à fait ça. Ça m'est arrivé, chacun a sa dépression. Hein. Je ne suis pas un surhomme, j'ai eu, comme tout le monde, mes cancers, mes dépressions, et j'en ai assez de temps en temps. Et sur la dépression, on sait très bien, le premier geste, c'est... le sport. Bon, moi, j'ai une dépression, je fais tout de suite du vélo, et ce qui fait que la dépression va durer une journée ou deux, parfois 3 jours, 4 jours si c'est une grosse dépression. Bon. Et puis, je me mets à lire, j'ai toujours la meilleure réponse, je dis toujours, mais au lieu de prendre du Prozac ou je ne sais quelle connerie, mais lis, achète, tu vas pas dans une pharmacie, mais ça devrait être vendu dans une pharmacie, par exemple, le Gai Savoir de Nietzsche, et tu vas voir, tu vas rire, parce que c'est Nietzsche, il a mauvais esprit, et tu vas rire, et tu seras de bonne humeur. Nietzsche, il a une phrase géniale qui consiste à dire, je me demande si je ne la cite pas dans ce livre, parce que c'est une phrase que je cite tellement souvent, mais c'est prenez 10 philosophes, mettez-les en ligne, celui qui rit, c'est le bon. Et je crois que c'est ça aussi, c'est-à-dire que, et c'est vrai que le Gai Savoir est un livre, par exemple, qui met de bonne humeur. Donc voilà, le livre, il doit avoir sa place. Et je suis terrorisé quand je vois que le livre a de moins en moins sa place dans, ce qu'il faut bien dire, les nouvelles générations. Mais évidemment, il ne faut pas généraliser, parce que je vois souvent quand je fais des conférences ou quand je fais des signatures,
des gens extrêmement jeunes, des lycéens qui viennent et qui ont lu mes livres, d'autres livres, avec qui je peux avoir une conversation littéraire. Donc, je suis pas en train, faut pas généraliser, mais on a quand même une mauvaise pente. On ne peut pas le nier. On va pas dire. Moi, je ne suis pas là non plus pour nier la réalité. Et il y a toujours le déni. En France, on est vraiment le pays du déni, mais il y a vraiment ce problème, quoi. Et surtout, ce qui se passe aussi, enfin surtout aussi, c'est qu'on ne peut plus écrire ce qu'on veut et qu'on ne peut plus rire de tout. Ça, vous le dites aussi dans le livre. Ah oui, dans le livre, à un moment donné, c'est vrai que le rire est interdit, est en passe d'être interdit, voilà, sous toutes ses formes. Mais les humoristes vont en prison. On va vers ça, c'est-à-dire vous avez un type de rire, vous savez très bien, ce que certains ont appelé le rire France Inter, avec des chroniqueurs. En fait, ils font de la politique et une espèce de rire mécanique, mais c'est pas drôle. Le rire, c'est quoi? C'est une forme de transgression. C'est quelque chose qui va vous attaquer, qui va vous faire mal. Moi, en tant qu'ancien cancéreux, je me souviens que je sortais d'un cancer et j'écoutais ce sketch de Stéphane Guillon, mais qui est juste horrible, qui est dégueulasse, sur le cancer. Et je riais, mais c'était incroyable. J'étais dans un état de spasme terrible, tellement c'était drôle. Et pas parce qu'il allait jusqu'au bout, c'est pas possible, ce sketch est tellement dégueulasse. Mais c'est drôle, mais c'est ça aussi le rire. C'est d'aller au plus profond et d'aller plus profond de la transgression. Et c'est de ça qu'on rit. On ne rit pas d'une petite blague ridicule sur un homme politique ou avec des petits rires mécaniques. Ça, on sait très bien que ce n'est pas drôle. Ce qui fait rire, c'est Coluche. Coluche, il est toujours drôle. Des proches, il est toujours drôle. Enfin, tous ces auteurs, tout ça date quand même d'il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et pourquoi il nous faut rire encore? Parce qu'ils étaient transgressifs. Et le rire, c'est une forme de transgression, bien sûr. Le problème, c'est qu'en supprimant, en interdisant la transgression, on risque d'appauvrir le rire et on risque aussi, j'ai l'impression, d'appauvrir le désir, puisqu'il y a aussi du désir dans la transgression. Et il est question de désir dans votre livre. Oui, mais moi, je vis un peu de la nostalgie. Alors, je ne vais pas vous dire encore c'était mieux avant, c'est absurde, je déteste ça en plus. Et puis, c'est pas du tout ce qu'on entend dans ce texte. Non, moi, je me bats sur le... Mais c'est vrai que j'ai vécu quand même une époque où on pouvait dire beaucoup de choses. Et on pouvait se dire, on pouvait même s'insulter, et après on pouvait se parler, c'est pas un problème. On voit bien que le débat pose problème à des tas de gens aujourd'hui. Il faut beaucoup débattre, il y a une seule vérité. Et les connards de la radio ou de la télé que vous entendez, ils disent machin truc a dérapé. C'est pas une formule, ça. Ça dérapé par rapport à quoi? Il y a une ligne droite qu'il faut suivre. Quand on parle ou quand on débat, on est sur une autoroute et on n'a pas le droit de doubler. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est absurde. Donc évidemment, moi je me fais fort de déraper et j'essaierai de déraper, disons, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne supporte pas cette phrase, qui est une phrase qu'on lit absolument partout. On voit dans les médias, mais sans arrêt, machin truc muche, à déraper. Ça veut dire quoi? Par rapport à quoi? Voilà, c'est dire, voilà, là, il faut faire en sorte que la parole reste libre. Et ça, c'est un bien incroyable. Je pense que la liberté, c'est un bien. Moi, je vois bien qu'il y a une sorte d'acceptation sourde et lente, mais simplement, je pense que c'est en se battant qu'on empêchera ça, cette évolution. Hein, il y a des gens qui acceptent effectivement pour un peu plus de sécurité, de perdre un peu plus de liberté. C'est ça, c'est le choix qui est offert. Mais je pense que si on continue comme ça, il n'y aura plus de sécurité, il n'y aura pas de liberté. Voilà. Et je pense que d'ailleurs la sécurité va avec la liberté. On en arrive à des situations absurdes qui sont, vous grossissez le trait, mais effectivement avec des gens qui d'un côté font brûler des églises et puis de l'autre des médias et un pouvoir qui dit non mais c'est un hasard, coïncidence. Ça c'est ce qu'on entend tout le temps, oui, surtout à la radio, c'est-à-dire oui, il y a des églises qui ont brûlé et puis on vous explique des trucs de l'autre monde, voilà. Mais ça c'est le déni. Moi je lutte contre le déni. Attention, je suis pas dans un discours de guerre des ethnies, tout ça est absurde. Je veux dire, on est là pour vivre ensemble, pour travailler ensemble, on est là pour s'aimer. Vous voyez, c'est le sens aussi de ce livre. On peut dire que sa philosophie est un peu cucu, parce que c'est un vieil homme de 80 ans, mon double, mais dans 10 ans, avec une jeune femme belle comme tout, qui a un peu plus de 30 ans, quoi, 35 à peu près par là. Et voilà, ils peuvent être heureux ensemble, ils veulent vivre ensemble. Bon, petit problème... Je ne vais pas raconter le livre, parce que moi, c'est aussi, une fois que j'écris ça, c'est vrai que
moi, je raconte des histoires. Je suis un raconteur d'histoires et il y a une histoire avec des personnages, je ne peux pas écrire autrement. Alors, on ne va pas raconter les péripéties Oui, qui leur arrivent, mais effectivement, il y a un amour et il y a encore cette liberté et cette envie chez vous de réclamer cette liberté, de ne pas se préoccuper de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi dans une volonté de polissage et de dire, par exemple, dans le cinéma américain, les actrices sont jeunes et les acteurs sont moins jeunes et il y a toujours un écart d'âge entre un mari et une femme. L'actrice, sur son passeport, il y aura écrit 30 ans et le mari, il a 60 ans et ça ne va pas. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous agace, j'ai l'impression. Tout m'agace, c'est-à-dire que dès que vous codifiez, l'art, par définition, il ne doit pas être codifié. C'est vrai de la littérature, c'est vrai du cinéma, c'est vrai du théâtre. Tout ça doit être. Vous pensez que Shakespeare, quand il écrivait ses chefs-d'œuvre, il y avait comme ça une charte avec, comme il y a aujourd'hui pour écrire des séries. Mais c'est absurde. Ça, il faut réagir contre ça. Moi, ce livre, c'est vrai, c'est un hymne à la liberté, à l'amour, évidemment, et à la liberté, et puis merde à la connerie et merde au con. Et ce qui est très impertinent aussi, c'est que vous citez des personnes qui existent vraiment. Moi, j'ai beaucoup ri, mais on va croiser Edoui Plenel, on va croiser François Bunel, qui fait partie de la commission Bunel de la moralisation de la culture, par exemple. Pourquoi vous avez parlé de ceux-là en particulier? C'est venu comme ça. Je veux dire, franchement, Bunel, c'est très simple. À un moment donné, d'ailleurs, Bunel, il n'a pas sens de l'humour, je ne pense pas que ce soit sa qualité principale. Vous savez s'il a lu votre livre? Il vous a envoyé un petit mot? Je ne sais pas. Mais quand je cite, c'est quoi? Il n'a pas de sens de l'humour, mais moi, je peux rigoler aussi contre la personne qui a écrit ce livre, puisque le personnage qui est mon double, il participe à cette commission Bunel. Bien sûr. Et il est d'une grande lâcheté, d'ailleurs. Oui. Il est d'une grande lâcheté globalement, parce qu'il y a des amis dans cette commission Bunel qui consistent en fait à écarter des livres. On y va lentement mais sûrement, à écarter des livres, à les retirer des bibliothèques, etc. Vous voyez, vous avez c'est l'autodafé à plein pot. Hein. Non, mais c'est pas les autodafés. On y va lentement. On y va lentement. Moi, je me souviens. Non, mais dans votre livre, en tout cas, c'est fini. Quand il y avait la polémique sur Matzneff, il y a quelqu'un qui me dit à la télé, je me souviens, j'ai scandalisé parce que il dit mais est-ce qu'il faut retirer les livres et les supprimer ou même les brûler, je crois. Ça, je sais pas. Si on le fait, il faudrait quand même mettre du temps parce que c'est vrai que des livres de pédophiles qui sont des classiques de la littérature, il y en a beaucoup, à commencer par toute la philosophie grecque. Elle était choquée. Et, je veux dire, c'est la réalité. Il faut aussi, vous voyez. Donc, autodafé, peut-être, et encore, je pense qu'il est intéressant quand même de lire Mein Kampf pour savoir ce qu'a pensé cet abruti d'Hitler, pour le connaître. L'adversaire, il faut le connaître. On ne va pas mettre un mouchoir dessus. Donc voilà. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens. C'est-à-dire, vous voyez, toute la polémique sur les œuvres de Céline. Franchement, pourquoi on n'aurait pas le droit de lire les livres abjects de Céline? Moi, j'étais gosse. J'avais peut-être 16-17 ans quand j'ai découvert Céline. C'était d'abord, évidemment, Voyage au bout de la nuit, et après, Mort à crédit. Et après, j'ai lu Semmelweis, sa biographie de Semmelweis. Et pour moi, c'était devenu mon meilleur ami, le grand écrivain. Et puis, j'ai lu 2-3 de ses livres abjects. Mais quel personnage épouvantable! Et je suis passé à autre chose. Mais pourquoi on m'enlèverait cette liberté? J'avais 17 ans, je n'étais pas idiot. J'ai bien vu que ces livres étaient abjects et répugnants. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on est une société qui veut décider pour vous. Mais vous êtes là tous, vous avez une raison, vous avez un cerveau, vous êtes capable de l'utiliser. Pourquoi c'est l'État qui déciderait? Vous voyez, on a l'impression parfois qu'on est dans un bouquin d'Orwell avec voilà, des forces obscures au-dessus, partout, qui vont décider de votre place, ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Mais ça ne peut pas fonctionner. Je pense que ce système-là, il ne faut pas le laisser se développer. Il n'est pas encore installé, mais il avance pas à pas et il faut résister. Voilà. Moi, alors comment? Eh bien, comment résister? C'est-à-dire, dès que vous voyez une loi liberticide, vous hurlez. Moi, j'ai vu la loi Avia, j'ai hurlé. Dès qu'il y a une loi liberticide. Après, je ne dis pas que, comment dire, les gens qui appellent au meurtre doivent être évidemment sanctionnés. Attends, je ne suis pas en train de dire. La haine raciale doit être sanctionnée. Je ne suis pas en train de dire on a le droit de tout dire, parce que vous savez, l'amendement de la Constitution américaine qui dit que, voilà, qui parle surtout de liberté d'expression, la liberté d'expression est totale.
Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une solution, notamment pour un pays, pour la France. Comme la France, ça ne fait pas partie de nos traditions. Et ce n'est pas ça que je réclame. Je réclame simplement que le champ de la liberté d'expression ne se réduise pas d'année en année. Et parce qu'aujourd'hui, il se réduit, bien sûr. Mais je pense qu'en gueulant bien à plusieurs... De toute façon, je ne suis pas le seul à penser ça. Je vois bien l'impact du livre. Je vois bien les réactions. Oui, c'est clair que les gens voient bien qu'on y est presque déjà. Regardez la cérémonie des Césars avec Polanski. Regardez la réaction aussi, excusez-moi, mais Woody Allen, les mémoires de Woody Allen. Tout ça où j'étais dépassé par la fiction, hein, parce que mon livre... Pardon, la fiction dépassait la réalité, puisque mon livre était déjà terminé, et je vois l'histoire de Woody Allen qui tombe comme ça dans les médias, où finalement un grand éditeur américain décide de ne pas publier ses mémoires. Je vous signale simplement, Woody Allen n'a pas été condamné. Je ne dirais pas que c'est bien d'être parti avec la femme, enfin pardon, c'est pas bien d'être parti avec la fille adoptive de sa femme. Je n'approuve pas ça. Moralement, je trouve qu'il aurait dû être gêné. Enfin, il l'a fait. Et il n'a pas été condamné. Alors après, on peut trouver que c'est pas bien. Mais je veux dire, est-ce qu'on doit interdire la publication de ces mémoires pour ça? Bah, bien sûr que non. Je ne sais pas dans quel système, dans quel régime on vit. Voilà, c'est des questions comme ça. Voilà. Il y a 1000 questions que pose ce livre, mais je répète, c'est pas un essai. Voilà, je parle de la vie, et je même des pages, comment dire, joyeuses sur comment dire, la Provence de Giono, par exemple, une Provence un peu plus au nord de la Provence, des Alpes d'Haute-Provence. Voilà, je n'explique pas que c'est la fin du monde et que cette planète est en train de tourner, très mal tourner. Je pense simplement qu'on doit, je le répète, tirer la sonnette d'alarme. D'ailleurs, pour parler de ces choses un peu plus joyeuses, il y a toujours chez vous, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cet amour pour la nourriture, pour la gastronomie. Vous nous faites le don d'un petit livre de recettes à la fin du livre. Et puis, ah oui, la soupe aux orties, c'est très important, parce que j'en fais beaucoup et c'est très bon. Et d'ailleurs, bon, j'ai voulu en faire profiter, parce qu'on la fait toujours mal, la soupe aux orties. Il faut toujours mettre beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, pas trop de pommes de terre. Moi, j'avais envie d'essayer, parce que en plus, je pense que c'est une bonne suggestion. Si jamais ça tourne mal pour la planète, c'est un bon plat de survivaliste. Il y aura toujours des orties. Ah non, puis l'ortie, c'est comme la grenade. On ne peut pas imaginer un aliment plus sain, quoi. L'ail, la grenade et l'ortie, vous mangez ça tout le temps, tous les jours. Vous aurez du mal à ne pas être tout le temps en bonne santé. L'ail, c'est excellent pour la santé. Il y a une autre chose, hein, je continue hein, sur cette question, ces questions de censure et de problèmes actuels. À un moment donné, Diane demande à l'écrivain, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit Rousseau? Et lui, il y répond, parce que ça reste un emblème français. Il dit oui, mais il a abandonné tous ces gamins en disant que leur mère était trop conne pour s'en occuper. C'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de dire, par exemple. C'est une ordure, Jean-Jacques Rousseau. C'est ce que vous dites. C'est une ordure complète, puisqu'il a abandonné tous ses enfants, 4 ou 5, je ne sais pas, j'ai oublié. Il les a abandonnés lui-même. Il les a déposés lui-même devant les enfants trouvés. Enfin, c'est juste atroce. Mais surtout, en plus, ce qui est pire, c'est qu'il dit... Il les a abandonnés parce que sa femme était trop conne pour les élever. Enfin, il n'a peut-être pas employé le mot con qui ne s'employait pas à l'époque, mais je veux dire, c'est abject. Et après, il nous fait un traité d'éducation et il faut écouter tout ça cérémonieusement. Alors, c'est vrai que c'est un peu le héros de des révolutionnaires enfin, de 1789. C'est le héros aussi d'une certaine gauche. Enfin, je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas le dire, le répéter. C'est une saloperie. Voilà. Après, Voltaire a été aussi à gagner un peu d'argent comme négrier, ce qui est tout à fait scandaleux. Mais n'oublions jamais de rappeler aussi ce qu'a fait Rousseau. Hein. Voilà, parce que c'est toujours un peu à sens unique, c'est-à-dire on dénonce l'un, pas l'autre. Moi, je suis d'accord qu'on dise ce qu'a fait Voltaire, mais je suis le premier à le dire d'ailleurs en plus. Mais disons aussi ce qu'a fait Rousseau. Rousseau, qui est le type même du Tartuffe. Vous parliez tout à l'heure de Plenel, c'est pareil. Plenel, c'est le grand journaliste, voilà. Tellement respecté. Ça m'amuse toujours, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Dans un roman comme ça, on peut le dire. Lui non plus n'a pas le sens de l'humour, donc peut-être qu'il sera pari de ce que j'ai pu écrire. Mais quand même, je constate qu'il a monté une combine pour se faire une sorte de belle retraite chapeau. 2,9 millions, c'est quand même pas mal, avec les fondateurs de Mediapart. Il a monté un système avec une fondation. Et il nous explique que tout ça, c'est pour garantir l'indépendance.
Enfin bon, il ne faut pas nous prendre totalement pour des cons. Si Mediapart ne gagne pas d'argent, bah, la fondation claque, elle sera vendue, il n'y a plus d'indépendance. Et simplement, évidemment, les pauvres salariés de Mediapart, il va falloir maintenant qu'ils remboursent la somme assez conséquente, ça doit faire 12 millions en tout, qu'ils doivent aux fondateurs de Mediapart, qui repartent avec, ouais, belle petite somme. Bon, alors, qu'ils le fassent moralement, j'ai rien contre. Parce que c'est, pourquoi pas, attendez, il a fondé un truc, il peut considérer qu'il peut repartir avec de l'argent. Mais ça, c'est comme n'importe quel capitaliste. Il faut qu'il arrête de donner des leçons à chaque fois que quelqu'un prend une retraite de chapeau. Vous voyez, c'est ça. Alors après, par exemple, aussi, c'est vrai qu'il fait des beaux coups journalistiques. L'histoire Cahuzac, bravo. Mais franchement, ce qu'il a fait avec Dominique Baudis, il était à l'époque le grand patron du Monde, c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, il est parti après. Vous voyez, donc, moi, c'est un livre, voilà, je brûle mes vaisseaux, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense. Et je pense que c'est ça qui a amusé les lecteurs aussi, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne lit pas d'habitude, parce que voilà, il faut faire attention, évidemment. Oh, surtout Plenel fait attention. Eh ben non, je ne fais pas attention. Puis j'ai pas l'intention de continuer à faire attention. Il pourrait essayer de me détruire comme il voudra, en racontant toutes les salades qu'il voudra. De toute façon, moi je continuerai, parce que c'est la vérité. Et je reste en cela. Les journalistes, on aime la vérité. Mais je veux dire, le romancier aussi. Le romancier, parce que on raconte des histoires, mais à travers ces histoires, on essaie de dire la vérité. Vous savez, j'ai fait, on parlait du schmock l'année dernière, je prétends qu'à travers un roman comme le schmock, on peut dire beaucoup de choses, beaucoup plus de choses sur la montée du nazisme, peut-être que dans un essai. Parce que on essaie de toucher l'âme, on essaie de... Et puis, la vie, c'est quoi? Nous sommes des animaux, on a des sensations, on a des passions, et ça, vous pouvez les rendre très bien dans un roman. Dans un essai, il y a beaucoup d'essais excellents sur la montée du nazisme que j'ai pu lire, mais ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Or, il faut aussi comprendre, et souvent d'ailleurs, à travers ces statistiques, vous voyez une passion, vous voyez naître quelque chose. Donc, le roman, c'est la force du roman. Et c'est pour ça que, à travers le roman, vous voyez là, on peut parler de ce livre comme si c'était un essai, mais c'est pas du tout un essai. Mais moi, je reviens toujours à, comment dire, la qualité originelle du roman, c'est quoi? J'ai entendu un jour Michel Déon qui définissait le roman de manière absolument magistrale. Pour moi, c'est un grand romancier, c'est un grand écrivain français. Et il a dit un jour, mais c'est le genre supérieur, pourquoi? Parce que dans le roman, et c'est tellement vrai, vous pouvez mettre de la philosophie, de la poésie, de la documentation, du journalisme, de l'histoire. Vous mélangez tout ça. Et puis aussi quelques blagues en passant. Et puis quelques chiffres, pourquoi pas. Vous avez tous les droits. Et c'est ça. C'est une liberté totale et absolue. Mais c'est vrai qu'au train où vont les choses, peut-être qu'il faudra en finir aussi avec la liberté du roman. Mais le roman, il y a ça. C'est un genre qui n'est pas codifié. Vous voyez, c'est pour ça que dans les romans que vous lisez, il y a des choses tellement différentes. Et là, c'est encore un argument de plus contre la codification de la société, contre la codification des discours, contre la codification, évidemment, de ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Et c'est en train de disparaître, ça, quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'en luttant, on peut faire. Vous voyez, je ne suis pas du tout pessimiste sur le... Moi, de toute façon, je ne suis pas d'une nature pessimiste. Je pense, je vous répète, si j'avais été pessimiste, je n'aurais pas écrit ce livre, j'aurais fait autre chose. J'aurais cultivé mon jardin. Vous voyez, le jour où il n'y aura plus aucun espoir, moi, je cultiverai mes tomates, j'adore ça, et je ferai mon huile d'olive, et puis tout ira bien. J'ai pas, comment dire, voilà, j'essaierai de me retrancher un peu du monde, mais je crois qu'on n'en est pas là du tout. Et puis il y a beaucoup d'énergie dans ce pays, ailleurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'évolution que je décris, et qui veulent que ça change, et qui veulent bouger. Donc voilà, c'est pas... si vous voulez, c'est pas... J'ai pas écrit, si vous voulez, soumission, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, parce que, bon, soumission, c'est sardonique. Vous parlez du livre de Michel Houellebecq. Oui, de Michel Houellebecq. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il écrit, et puis pour ce livre notamment. Il est quand même en danger de mort dans votre livre, hein, attention. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que c'est... Oui, il est là, oui, parce que, bon... Oui, en même temps, on ne sait pas très bien, parce qu'on ne va pas raconter la suite, mais en fait, il est peut-être pas tant que ça en danger de mort, parce que je pense que le narrateur... Enfin, le Antoine Bradsock, il a un petit coup dans le nez, quoi. Hein. Et d'ailleurs, Diane aussi. Bon, mais bref, on ne va pas raconter la suite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le roman, c'est le genre supérieur parce que dedans, on peut tout dire. Et je pense que, voilà, si Dernier été en apporte la preuve, et moi, j'en serais très content.
ce que vous arrivez à faire aussi, c'est à faire passer vos idées en nous faisant rire, en nous donnant envie de manger des soupes à l'ortie, d'observer des hérissons faire l'amour, mais aussi... Ça, les hérissons faire l'amour, c'est un pas, grand moment, ça, je vous ils conseille font vraiment ça, ce bruit-là, ils font vraiment tant de c'est vacarme. insupportable, ça fait un bruit de dingue. D'ailleurs, il y a eu un fait divers récemment, là, il y avait tout un bordel en Allemagne avec des gens qui ont appelé la police en leur demandant de les aider à empêcher ça, etc. Je ne sais pas très bien comment c'était passé à la fin avec les hérissons, mais enfin, il y a eu voilà, une espèce de genre comme si c'était une alerte à la bombe, parce que quand ils y vont, ils y vont. Et puis ça dure longtemps, vous voyez. Donc c'est des cris qui peuvent ressembler un peu à des cris humains. En plus, ils font parfois des positions différentes, peut-être qu'ils se piquent, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais enfin, c'est très très drôle. Quand j'étais gosse, j'ai entendu ça et c'est trop marrant, quoi. Donc, il faut en profiter pendant qu'ils sont encore là, parce que vous savez, c'est une espèce qui est un peu en voie de disparition. Donc, je me suis dit, c'est trop bien, je vais faire une petite scène avec des hérissons, et là encore, des voisins qui appellent la police, qui va voir, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, c'est insupportable, etc. Voilà. Mais ça, c'est vrai ce que je raconte, c'est pas du tout inventé, et puis ça, c'est une petite expérience personnelle, peut-être autour de 12-13 ans, il y avait beaucoup d'hérissons dans ma Normandie, là où j'étais élevé, et j'entendais, c'est vrai, l'été non, plutôt au printemps, j'entendais les hérissons, c'était trop drôle. Je crois que je vais me risquer à taper dans Google copulation hérisson, mais je ne sais pas ce que je vais oui, non, trouver. allez-y, vous allez vous marrer. Ce qui est intéressant, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que tout ça, toutes ces idées fortes que vous avez, ne se transforment jamais en vous nous donnez des leçons. Et ça, c'est quand même aujourd'hui quelque chose... Non, parce qu'un roman, par définition, je ne vais pas dire il faudrait que la société soit comme ça ou comme ça, c'est pas le sujet. Il y a des traits qui me font rigoler, il y a des choses qui me scandalisent, et donc je tape dessus à bras raccourcis, puis après je passe à autre chose. Vous voyez, c'est pas... Si j'avais voulu écrire un essai, j'aurais écrit un essai, mais c'est pas du tout un essai. Donc c'est une sorte de bouteille à la mer. Et comme toujours, je pense que je suis très conscient de ça. Le lecteur, comme je dis toujours, il réécrit le roman. C'est-à-dire que je crois avoir écrit quelque chose et souvent on me renvoie. Bon, avec le Covid, là, j'ai pas beaucoup tourné en France du tout, même d'ailleurs, parce que mon livre est sorti en plein Covid. Mais c'est vrai que j'ai reçu quelques lettres quand même, ça commence à arriver. Mais c'est vrai que le lecteur a toujours tendance à réécrire le roman. Et il écrit. Enfin, moi, je dis toujours, les lecteurs réécrivent les romans et ils ne voient pas forcément vous ce que vous avez voulu vous dire, vous écrire vous. C'est ça le. Donc, faut avoir la modestie. L'écrivain n'a pas toujours cette modestie. Mais il faut bien comprendre, je le répète, c'est une bouteille à la mer. On lance, après c'est pris, c'est pas pris, et puis voilà, c'est interprété, et puis c'est pas grave. Vous avez ce talent aussi pour, avec espièglerie, comme on le disait tout à l'heure, grossir le trait. Et on croise les ex-femmes de votre écrivain alter ego, plein d'autodérision. Et ces ex-femmes sont assez redoutables. Il y en a une qui a une application « Dénonce ton mari ». Alors là, ça évoque étrangement quelque chose. Non, mais on va vers ça, vous savez très bien. Mais oui, c'est l'époque, qu'est-ce que vous voulez. D'ailleurs, il est un peu rattrapé par la patrouille. À la fin, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Ouais. Parce que bon, il y a des histoires, évidemment, autour de lui, genre MeToo, il aurait fait, on ne sait pas trop. Hein, mais c'est pas moi, ça, rassurez-vous, on peut fouiller. Je pense qu'on ne trouvera rien. Enfin, je sais pas, il ne faut pas parler comme ça, on ne sait jamais. Parce que je viens d'une époque quand même assez particulière. Mais oui, là encore, c'est pour rire, quoi. Est-ce qu'on va vers ça? Ben oui, on va un peu vers ça si on continue, si on ne réagit pas, bien sûr. Il faut réagir. Cette société... Il faut se réveiller. Réveillez-vous. C'est en fait une Comme société... disait très bien un type, là, autrefois, je ne me rappelle plus du nom, n'ayez pas peur. Vous voyez qui? Un type jeune, trentaine d'années, 33 ans, avec une barbe. C'est une société paradoxale, cette société que vous décrivez qui est si proche de la nôtre, dans laquelle, d'un côté, on dénonce, on balance, et en même temps, on accepte n'importe quoi. Là, il y a un côté, le monde devient fou. C'est un truc qui tourne complètement... Et paradoxal, c'est à n'y rien comprendre. Non, mais comme si, surtout, il ne fallait pas penser, il fallait répéter. Et vous le voyez, ça, vous le voyez à travers mille choses. Par exemple, bon, moi, je m'amuse en racontant que
La philosophie, maintenant, ne va plus être enseignée, l'histoire non plus, etc. Mais je vous assure qu'on n'en est pas très loin. D'ailleurs, il y a des profs d'histoire qui vous disent, pour ne pas avoir d'emmerde, j'enseigne pas ceci, j'enseigne pas cela, etc. C'est-à-dire, on commence à zapper des bouts entiers. Et puis, regardez la presse. Je suis frappé de ça, c'est-à-dire de plus en plus. Alors, quand je dis ça, c'est pas, il y a des tas de journaux qui, évidemment, ne sont pas là-dedans. Le Point, je ne vais pas citer que Le Point, il y a vraiment d'autres journaux que Le Point qui ne sont pas là-dedans, c'est-à-dire dans le journalisme à sens unique. Je ne crois qu'au journalisme contradictoire, c'est-à-dire les deux points de vue. Moi, j'ai commencé dans la presse de gauche, qui aujourd'hui ne fait pas ça du tout, enfin, de moins en moins. Si vous lisez Le Monde, si vous écoutez les radios publiques, etc., enfin, je veux dénoncer personne, mais on donne toujours qu'une version. Et moi, je me souviens, mon premier article, un de mes premiers articles au Nouvel Obs, c'est peut-être mon premier, c'était une grève, et j'avais été envoyé pour la faire. Et Jean Daniel m'avait dit, je veux voir le papier, parce qu'il voilà, il voulait voir s'ils allaient pas m'embaucher d'ailleurs, mais me faire un stage, faire un stage. J'apporte le papier, et je me souviens très bien, il n'avait pas le temps de le lire pour le moment, et donc il le mettait dans son tiroir, bon, ce qui est toujours un peu difficile, parce que vous avez fait le papier pendant la nuit, etc. Et voilà, vous voyez que le papier va aller dans le tiroir, mais c'est normal, il avait des rendez-vous. Il me dit, je m'excuse, je le lirai plus tard. Mais est-ce que vous avez bien vu Tout le monde? Bah, je dis, oui, j'ai vu. C'est-à-dire, vous avez vu aussi le patron? Bah, je dis, oui, j'ai vu les syndicats, j'ai vu le patron. Bien, très bien, ça change. Ça change, parce que c'est la croix et la bannière quand il faut demander aux journalistes de voir aussi les patrons. Vous voyez? C'est-à-dire, on allait voir que... Et ça, c'est un type de journalisme qui est à bannir, parce qu'on devient très loin de la réalité. La réalité, vous voyez, il faut toujours donner la parole à l'adversaire, même si on ne pense pas comme lui, d'ailleurs. Mais j'ai appris ça quand j'étais à l'école de journalisme, qu'on n'apprend pas toujours aujourd'hui dans les écoles de journalisme, où finalement, le journaliste est dépositaire de la vérité, et surtout, il y a une seule version. Ben non. Non, il n'y a pas une seule version, et il arrive que, et comme disait d'ailleurs Jean Daniel, il paraphrasait la philosophe Simone Veil, quand il disait ça, c'est pas une phrase de lui, mais c'est vrai que la vérité est aussi dans le camp d'en face. Il faut toujours prendre soin, il faut toujours écouter aussi le camp d'en face. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est en train de disparaître si on n'y prend pas garde. Il faut le défendre, il ne faut pas laisser faire la bouche ouverte en attendant que ça se passe. Moi je gueule, je dis, ouais, le journalisme, c'est le seul journalisme. Le journalisme, c'est pas le journalisme d'investigation. Voilà, on vous dit, c'est formidable. Plenel, il a sauvé la presse. Ben, c'est pas fatigant, vous savez. Vous attendez que le parquet national financier, les magistrats vous apportent les PV et vous les recopiez. C'est pas ça, moi, le journalisme. Si on téléphone, on prend le PV, bien entendu, et après on vérifie qu'est-ce qui s'est passé. La vérité ne vient pas forcément des magistrats ou de la police. La vérité, c'est la confrontation entre les magistrats, la police, les personnes accusées, et après vous faites votre article. Et tout le monde a parlé. Mais ça, c'est vrai que c'est une conception qui se perd. Moi, je dis qu'il faut continuer. Il faut reprendre le chemin précédent, quand la presse, d'ailleurs, se portait bien. La presse, à cette époque, se portait bien. Et tous les journaux étaient sur cette ligne. Je parlais de Jean Daniel au Nouvel Observateur. Je pourrais parler de Philippe Tesson à Combat, de Jean-François Kahn enfin, c'était pas encore Marianne, c'était l'événement du jeudi. Enfin, tous ces gens-là, c'était la philosophie. Et quand je suis arrivé au Figaro, j'ai lutté pour que ça se développe. Et franchement, ce type justement, ce journalisme contradictoire, et les gens me disaient, ah oui, c'était Pierre Brisson. Vous voyez, donc c'était aussi dans les traditions du journal. Donc voilà, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut pas céder, quoi. Et je trouve qu'on cède un peu trop. C'est peut-être cette tiédeur et ce biais justement dans l'information qui crée aussi cette défiance qu'il y a de plus en plus des gens vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus les médias. Ce que vous dites là, c'est un phénomène qu'on voit dans tous les pays du monde. Et c'est très accentué en France, mais on va prendre par exemple l'exemple des États-Unis. Bon, toute la presse est anti-Trump, très violemment. À commencer par le New York Times, le grand journal, etc. Mais c'est très violent, très violent. Ça l'était très violent pendant la campagne. Et d'ailleurs, attention, il y a toutes sortes de raisons pour être anti-Trump. Hein. Franchement, moi, je ne vais pas le défendre. Il est indéfendable. Il a fait quelques trucs bien, c'est sûr, moi, que je défendrai et que je dirai, parce que j'essaie d'être honnête, justement, journalisme contradictoire. Mais Trump, on ne peut pas, comment dire, tresser ses blanches. Mais il est quand même très dans la boue à longueur de journée, one-sided. Comme ils disent, ils ont un mot pour ça. Hein. Le journalisme à sens unique, aux États-Unis, on dit one-sided. Bon. Eh bien, ces journaux-là,
aujourd'hui, si vous voyez bien, ces journaux, pas les journaux, les médias aussi, parce que la télé, la radio, tout ça, c'est la même chose. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait Trump? Vous regardez bien en 2016, il s'est fait élire contre les médias. Les gens ont choisi le président contre les médias, parce que voilà, c'est une façon de leur dire merde. Donc vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que les médias ont fini par croire qu'ils avaient de l'influence, mais ils n'ont pas d'influence. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, se révoltent. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et on voit très bien aujourd'hui, vous écoutez certaines stations de radio, vous regardez certaines émissions de télé, vous voyez très bien, il y a comme une intention comme ça de vous gaver avec des idées préconçues. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on est en démocratie. Et vous voyez, toutes les tentatives des médias d'imposer un candidat, c'est vrai aux États-Unis. Moi, j'ai vécu la campagne de Reagan en 1980. Il avait absolument tous les médias contre lui. Il en a joué. Il a été élu par raz-de-marée. C'est arrivé aussi. Bon, Trump a été élu alors que les médias étaient déchaînés contre lui. En France, Balladur avait tous les médias avec lui, à commencer par le journal Le Monde, dirigé à l'époque par Edoui Plenel. Il s'est pris une tôle, Balladur. Jospin avait tous les médias avec lui, l'élection de 2002, il s'est pris également une tôle, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, Chirac a été élu dans les 2 fois. Donc ça veut dire les médias ne font pas les élections. Mais aujourd'hui, vous avez une profession qui croit qu'elle fait les élections. Non, je pense qu'il faut revenir à notre métier avec un peu d'humilité, quitte à avoir des positions. Attention, moi je ne crois pas du tout au journalisme objectif. On n'est pas objectif, il faut être honnête. C'est-à-dire, même si vous ne pensez pas comme un tel, vous lui donnez la parole, c'est normal. Il y a une chose que j'ai aimée dans le livre, et je pense que c'est ce qui rapproche ces 2 personnages, c'est aussi une ode à la bonté. C'est-à-dire que tous les 2, je les ai trouvés bons, dans le sens où tous les 2, ils aiment les animaux. Tous les 2, d'ailleurs, c'est par hasard, ils sont végétariens. Il y a une espèce de flamme en eux. Attention, étant végétarien, moi, mes personnages sont toujours végétariens. Vos personnages sont toujours végétariens, mais c'est par hasard quand même, parce que vous êtes proche d'eux. Oui, oui, bien sûr, mais les héros, comme j'ai dit, je suis un peu des deux. Peut-être un peu plus d'ailleurs Diane que Bradsock, mais je me sens très proche. Mais c'est vrai que mes héros, en général, enfin, tous les personnages de mes livres ne sont pas végétariens, mais c'est vrai, les personnages. Non, vos 2 personnages principaux. Quand c'est un narrateur, c'est vrai qu'en général, il est végétarien, c'est-à-dire, il me ressemble. Ça dit beaucoup de choses aussi sur comment est-ce qu'on trouve une boussole dans un monde où on ne veut pas qu'on nous dise ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais à l'intérieur de soi, on est capable aussi de cultiver finalement ces choix-là, qui sont des choix de bonté. Et vous parlez dans ce monde de 2030 d'un monde où on autorise 3 mois de chasse, où on chasse n'importe quoi, tout ce qu'on veut, parce que eh bien, cette société qui est normée, qui est, voilà, on ne dit rien, on ne fait rien, eh bien, elle a besoin d'exprimer une espèce de violence débridée. Quand même. Oui. Alors, bon, je ne veux pas dire du mal du président Macron, puisqu'il paraît qu'il vient de décider d'interdire la chasse à la glu. Après 3 ans. Non, ça l'a pas. C'est une honte. Si, il a interdit ça. Enfin, il a interdit ça, mais il vient d'interdire également la chasse à la tourterelle des bois, qui est une espèce en voie de disparition, et qu'il autorisait au mépris de toutes les règles. Enfin, je trouvais ça absolument honteux. Donc, mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a comment dire. Ouais, on est en train de se rendre compte de ce qui se passe, et je pense que ça aussi, c'est une évolution qui va. Bon, j'ai écrit déjà là-dessus dans mes livres précédents. Alors, quand vous parlez de bonté, vous n'êtes pas d'accord avec la bonté ? C'est intéressant parce que l'histoire de la bonté, vous voyez, c'est pas très difficile d'être bon. Je citais tout à l'heure une phrase qui est géniale. Vous l'appliquez tous les soirs. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Donc, ça veut dire que le soir, quand voilà, peut-être vous allez mourir dans la nuit, vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc, il faut que les affaires soient bien rangées. Et puis, veillez, si vous avez insulté quelqu'un, avoir téléphoné pour s'excuser, etc. J'aime beaucoup cette idée, vous voyez, donc prendre chaque jour, et pas en se disant « je me rattraperai demain ». C'est-à-dire, je pense qu'il y a une espèce d'examen de conscience, on parle de méditation. Moi, je suis pas. En plus, cet examen de conscience, c'est un examen de conscience qui va durer quelques minutes, ça ne prend pas de temps. Est-ce que j'ai bien fait là? Est-ce que j'ai mal fait là? C'est très important. Vous voyez, la bonté, c'est très facile en fait. C'est facile d'être bon. Je pense que quand on n'est pas bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On a dit qu'on n'avait pas le temps, mais on a toujours le temps et ça prend très peu de temps. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est aussi avoir une forme d'exigence avec soi-même. Commencer par avoir une exigence avec soi-même. Oui, enfin, c'est d'avoir des petits rites comme ça pour se pencher un peu sur son passé, comme disait Musset, enfin, mais un petit passé de la veille, quoi, très court. Comme une espèce de... Pas de se dire qu'est-ce que j'ai fait depuis 15 jours ou 3 semaines. Non, c'est juste, tiens là, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien fait?
C'est quasiment spirituel tout ça, hein. On y est encore à nouveau. Oui, dans on ce n'est pas dans la questionnement. méditation, c'est autre chose. On est dans la morale, disons. C'est pour ça qu'on vous parlait de bonté. Je crois que c'est très, je dis toujours, c'est très facile d'être bon si on fait ça, vous voyez. Et parce que sur le moment, sur le vif, et puis si on a le sang un peu chaud, ce qui peut m'arriver, parfois on peut dire des choses blessantes. Vous voyez, on n'est pas forcément bon tout le temps, et on peut être impatient. Enfin, il y a mille raisons qui font qu'on n'est pas bon. Mais il faut s'interroger le soir et puis rattraper. Rattraper le coup le lendemain? Ben oui, bien sûr. Donc il faut espérer ne pas mourir dans la nuit quand même. Non, on dort très bien comme ça, justement. Parce que on dort très bien quand on se dit demain je rattrape le coup. On n'a pas accumulé les remords sur des années ou sur des semaines. Non, il faut faire ça tout le temps, tout de suite. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des questions du public? Je sais que c'est... Mais il n'y a pas de passage micro. Bon, si, je sais pas, ces personnes peuvent parler comme ça, à travers les masques, on peut écouter, hein, on peut entendre. Si non, mais de toute façon, il y a un temps de signature qui est prévu. Je crois que vous avez, je suis à votre disposition. Vous avez un train ou vous avez le temps de... Non, mais ça va très bien, j'ai très largement le temps. Hein, d'accord. C'est parfait. Bon, très bien. Alors, je vous remercie. Je rappelle d'ailleurs le titre et l'éditeur, c'est Gallimard, Dernier été. Un livre que j'ai pris, comme vous l'avez probablement constaté, beaucoup de plaisir à lire. Merci, et je rappelle le protocole. Vous pouvez acheter ce livre à la sortie et les dédicaces se font en suivant les flèches. Voilà. Ah, vous allez m'expliquer, ça a l'air compliqué, mais bon, je me plierai. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. Merci et vive Nancy. Vive le livre sur la place.